Alors, souvent, quand je suis en soirée et qu'on me demande ce que je fais dans la vie, et que j'ai pas vraiment envie de parler, je dis que je suis comptable. Parce que si je dis mon vrai métier, c'est un peu compliqué. En réalité, je suis éco-aventurier. C'est un métier que j'ai inventé toute pièce en écoutant mon cœur et mes convictions. Éco, parce que je souhaite être un acteur dynamique de la protection de l'environnement. Et aventurier, parce que c'est mon rêve de gamin de parcourir le monde et de vivre le plus intensément possible, parce que la vie, elle est courte et elle est précieuse. Lors de mes dernières éco-aventures, par exemple, j'ai fait 1500 km de marche tout autour de la Bretagne pour aller rencontrer les petits Bretons et les sensibiliser à la protection de l'environnement. Et puis, j'ai fait un deuxième tour de Bretagne en vélo. Et ensuite, j'ai fait un troisième tour de Bretagne en stand-up paddle. 1200 km de paddle en 86 jours. Ne le faites pas. J'ai un copain, il a eu le temps de faire le tour du monde à la voile en 87 jours. Et une fois aussi, j'ai nagé pendant 21 heures de Jersey à Saint-Malo pour crier haut et fort, si les océans meurent, nous mourrons. Et je voulais aussi dénoncer les 500 kilos de plastique qui se déversent dans les océans chaque seconde. Et comme j'en avais pas eu assez, l'année dernière, j'ai fait un des triathlons les plus longs du monde. 4550 km de vélo, suivi de 290 km de nage de Marseille jusqu'à Monaco, en solitaire, avec une planche de 25 kg. Et ensuite, je suis rentré à Paris, en courant, à peu près 1000 km. Donc je vous avouerai que parfois, quand je dors dans un abribus sous la pluie, je rêve d'être un comptable. Donc en fait, ces éco-aventures, c'est une excuse, c'est un outil pour moi pour aller visiter les écoles primaires, les collèges, les lycées, et pourquoi pas les écoles d'ingénieurs. Depuis 2016, j'ai rencontré plus de 10 000 personnes, 10 000 jeunes. Mais c'est surtout un combat acharné pour créer les écoles écologiques. Vous connaissez peut-être Nelson Mandela. Il avait une grande citation où il disait « L'éducation est une arme puissante pour changer le monde ». Eh bien, est-ce que les écoles écologiques peuvent être une arme puissante pour sauvegarder notre planète? Physiquement, c'est impossible que j'aille dans toutes les écoles. Donc, ma stratégie, c'est mettre en place une action concrète, une éco-action, et ensuite, on la met dans la loi, en mode « c'est moi la loi ». Donc, une école écologique, c'est quoi? C'est 5 grands thèmes. Le premier thème, c'est Jean-Claude Van Damme qui en parle le mieux. J'adore l'eau, mais dans 20 ou 30 ans, il n'y en aura plus. J'ai toujours rêvé de citer Jean-Claude Van Damme en conférence. Ça, c'est fait. Le deuxième thème, c'est la biodiversité. Je vais casser un peu l'ambiance, là. Est-ce que vous saviez qu'on était rentré dans la 6e extinction d'espèces et qu'une espèce disparaît toutes les 20 minutes? Ça veut dire, à la fin de ce TED, une espèce aura totalement disparu. En 2050, on estime qu'il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Donc le troisième sujet, c'est la gestion de nos déchets. Et puis bien sûr, après, il y a l'alimentation et l'énergie. En France, on compte 62 200 établissements scolaires, 12,8 millions d'élèves. Vous vous rendez compte? C'est presque 2 Français sur 10 qui sont à l'école. Là, on a un levier puissant pour accélérer la transition écologique. Mais c'est quoi une école écologique? Eh bien, par exemple, pour l'eau, on pourrait imaginer l'installation de mousseurs hydro-économes sur tous les robinets. On pourrait imaginer l'installation de récupérateurs d'eau ou des toilettes sèches. J'ai rencontré plusieurs écoles en France où ils ont des toilettes sèches, ça fait énormément d'économies au niveau de l'eau. On peut aussi supprimer les produits d'entretien chlorés ou chimiques pour protéger l'eau et la biodiversité. Au niveau de l'alimentation, il y a un très grand combat qu'il faut qu'on gagne, c'est la lutte contre le gâchis alimentaire. Souvent, quand je mange avec les élèves, ils me disent « Ah, c'est du carton, c'est pas bon, c'est dégueulasse », et la moitié est jetée à la poubelle. Donc, il faut que dans les assiettes de nos gamins à l'école, ça soit de la qualité, biologique de préférence, sans pesticides, et local. Et puis, des fois, il faut tout simplement poser la question de quelle quantité tu veux avoir dans ton assiette, quoi. Parce que quand je vois des petits gamins de 6e et des grands de 3e, bah, la louche, elle fait toujours la même taille, mais c'est pas le même appétit. Je pense aussi qu'il faut qu'on se pose la question sur qu'est-ce qu'on met dans notre assiette. La viande. 1 kilo de viande rouge. Est-ce que vous saviez qu'il fallait 15 500 litres d'eau pour produire 1 kilo de viande rouge? C'est énorme. Rien qu'un burger, ça demande 600 litres d'eau. En France, on exécute dans les abattoirs
toutes les secondes, hein, 34 animaux. 34, 34, 34. Ça fait 3 millions d'animaux tués par jour. Et moi, je ne suis pas un vegan extrémiste, hein, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut dénoncer. Et il faut surtout qu'on se pose la question de qu'est-ce que je mets dans mon assiette. Au niveau de l'énergie, eh ben, il faut qu'on isole correctement nos écoles, qu'on passe avec un fournisseur d'énergie renouvelable, qu'on installe des LED basse consommation. Bref, il y a plein de choses à faire. Moi, je ne suis pas un expert. C'est juste du bon sens pour moi. Et je suis convaincu que si demain on a des écoles écologiques ou on a des campus écologiques, dans une ville, ça peut montrer l'exemple. Et puis les générations qui passeront dans ces écoles vont pouvoir amener ça dans la société. Et en parlant de bon sens, j'ai envie de vous présenter 3 petites éco-aventurières, Adèle, Mathilde et Clémence. Ce sont des élèves de CM1, CM2. Et elles ont calculé que dans leur cantine scolaire, elles utilisaient par an 4725 bouteilles en plastique, au lieu d'utiliser tout simplement des carafes. Il y avait des bouteilles en plastique, parce que c'était plus facile à gérer, on jetait directement à la poubelle. Donc elles se sont dit, ça c'est pas normal, on va installer une fontaine à eau, incroyable idée de génie, incroyable quoi. Et en plus ça fait 1 000 € d'économie. Donc aujourd'hui on est vraiment rentré dans l'ère du tout plastique. Tous les ans on vend à peu près 480 millions de bouteilles en plastique. Ça fait à peu près 1 million toutes les minutes. Tout à l'heure, on faisait un goûter, on avait quoi? Des gobelets en plastique. Ça sera sûrement pas recyclé, donc ça sera enfoui ou ça sera brûlé. Pensez-y pour l'année prochaine. Alors, Adèle, Mathilde et Clémence, elles sont allées voir la directrice de leur école, elles sont allées voir le maire, mais moi, mon objectif, c'est d'inscrire ça dans la loi, quoi. Parce que je kiffe trop faire la loi, quoi. Du coup, là, elles sont dans la salle Colbert. Quand vous êtes au Palais Bourbon à l'Assemblée nationale, c'est la 2e porte à droite. Et devant, il y a 11 députés bretons qui les ont écoutés. Et elles ont fait une proposition de loi qui est très simple. On a imaginé une loi qui consiste à interdire les bouteilles en plastique d'eau plate dans les cantines scolaires lorsque l'eau du robinet, c'est potable. Super. Donc, là, on a nos députés... On a nos députés qui étaient là, qui ont fait « super ». Mais le problème, c'est que c'était un travail qu'on a fait juste avant les élections présidentielles et avant les élections législatives. La moitié des députés là, wouhou, ils ont disparu du paysage. Et franchement, ça demande beaucoup d'énergie pour organiser ça. Donc, je commençais un peu à toucher le fond. À l'époque, j'avais 28 ans, je vivais toujours chez ma mère. Ouais. Je commençais vraiment à saouler mes copains, mes potes avec mes histoires d'éco-aventuriers, avec mes histoires d'écologie. Vous savez, je suis un peu le pote relou qui fait « Eh, ça ». Et puis en même temps, quand vous défendez des choses comme ça, vous vous faites attaquer, soit par des ultra-activistes, soit par les haters. Donc je recevais souvent des messages de personnes qui me disaient que j'avais rien compris à l'écologie, que j'étais un outil de greenwashing pour les entreprises, sachant que j'avais toujours pas de partenaire. Mais la cerise sur le gâteau, c'est lorsque je reçois des courriers où on me menace de me faire un procès parce qu'on considère que l'éco-citoyenneté et emmener les enfants à l'Assemblée nationale de cette manière, c'est de la propriété intellectuelle et que donc je suis un voleur. J'étais un peu fatigué. Je me sentais très seul et j'ai fait quelque chose d'incroyable. J'ai écouté ma maman. Et ma maman, elle me disait « Julien, t'as 28 ans, c'est bien, t'as fait 3 tours de Bretagne, super, mais va chercher un travail. T'as refusé déjà un CDI, va gagner ta vie, quoi. » Donc je l'écoute et je vais faire un entretien à Paris. Et à Paris, je me retrouve dans une belle agence événementielle, parce que j'ai fait des études en événementiel. Et le directeur sponsoring me reçoit et il me fait direct « Julien, votre concept d'éco-aventurier, c'est très intéressant, ce sont des sujets très importants. » Et là, il enchaîne en me disant, vous savez, moi je suis un vendu, avant j'étais au marketing de McDonald's. Le poste est pris depuis 2 semaines, je voulais juste vous dire, continuez ce que vous faites. Ok. Ma mère m'appelle dans le train, alors t'as eu le boulot? Bah non, il me dit de continuer, désolé. Donc là, je me remotive et je me dis, ok, c'est ma destinée. Là, c'est moi en cravate, ça change. Et je suis à l'Assemblée nationale. Et pourquoi je suis à l'Assemblée nationale? Parce que j'ai décidé de créer un groupe de réflexion parlementaire sur les écoles écologiques. Je passe des mois à appeler, envoyer des emails aux députés.
j'en harcèle 40, et sur les 40, il y en a 6 qui viennent. Je suis content. On débat, on argumente, je fais venir des ONG avec moi pour avoir plus de poids, je montre une vidéo où les enfants expliquent ce qu'ils veulent faire, et à la fin, les députés me disent « c'est vraiment super, on va faire un amendement d'appel sur cette proposition ». Un amendement d'appel, c'est quoi? Un amendement d'appel, c'est un rajout dans une loi. C'est-à-dire qu'on vient rajouter. C'est un article supplémentaire. Ça veut dire que si on n'était pas venu les voir, bah, ils n'auraient pas fait cette proposition. D'accord? Donc là, déjà, première victoire. Mais vont-ils respecter leurs paroles? Mystère. Le jour où ils ont présenté ça à l'Assemblée nationale, c'était le 18 mai. Il n'y avait que 498 absents. J'ai rien dit. Et donc, nos députés tiennent leur parole et ils présentent l'idée d'Adèle Mathilde Desclémences. Et donc, quand on propose une loi, quand un député propose une loi, il faut absolument que le gouvernement donne son avis. Et là, à l'époque, c'était le ministre de l'Agriculture. Il doit dire favorable ou défavorable. Verdict, le ministre était défavorable. Non, Adèle Mathilde Desclémences, c'est une mauvaise idée. Ok, il y a plusieurs députés qui argumentent vivement contre. Et il y en a un d'ailleurs qui demande le scrutin public. C'est-à-dire, au fait, moi je veux qu'il y ait mon nom, mon prénom, et qu'on note bien ce que j'ai voté, quoi. Et quand on gratte un peu, ce député, il vient de la région de Volvic. Voilà, vous comprenez un peu. Et malgré 498 absents, malgré un ministre qui est contre nous, malgré un député clairement qui défend les intérêts de ceux qui vendent des bouteilles en plastique, boum! Grosse victoire, 71 pour, 6 contre. C'est un truc de ouf. On venait de faire voter l'idée des 3 gamines à l'Assemblée nationale. Moi, je reçois un SMS des députés, je ne comprenais pas trop au début, mais quand j'ai compris, je me suis effondré en larmes. Je pense que c'est une des plus belles victoires dans ma vie. Mais on venait de gagner la première bataille, mais on n'avait pas gagné la guerre. Vous êtes trop fort, vous suivez? Donc voilà, on avait gagné la première bataille, mais pas la guerre. Donc en gros, un petit amendement, ça donnait ça. Adopté, au plus tard, le 1er janvier 2020, il est mis fin à la vente et à l'utilisation de bouteilles en plastique dans le cadre des services de restauration collective. Mais comme vous le savez, une fois qu'on a voté à l'Assemblée nationale, il y a la navette. Ça y est, là je suis au Sénat. Et on a nos amis, les sénateurs. Et les sénateurs, eux, ils étaient un peu comme le ministre, ils étaient contre. Donc ils ont tout simplement fait un amendement de suppression. Ils ont supprimé ce qu'on avait gagné à l'Assemblée. Là. Bye bye, comme ça. Je repleure. Ouais. Et je vous jure, je me renseigne un peu sur quel sénateur a fait ça. Et je trouve un des sénateurs, et le matin même, au Sénat, il défendait l'appellation, c'est pas une blague, il défendait l'appellation chocolatine à la place de pain au chocolat. Ce n'est pas une blague. Heureusement, on est dans une procédure accélérée. On repart à l'Assemblée. En commission, les copains députés que j'ai harcelés depuis 2 ans, ils ont fait « on le remet ». Mais dernière étape, on part en CMP, commission mixte paritaire. 7 députés, 7 sénateurs. Et à la fin du vote, on gagne. Victoire totale. Mais le problème, c'est que nos copains, les sénateurs, il y en a qui n'étaient pas contents parce que les entreprises n'allaient plus pouvoir vendre de bouteilles dans les écoles. Donc, ils ont demandé une vérification au Conseil constitutionnel. Est-ce que l'idée d'Adèle et Mathilde Desclémences respecte notre Constitution? Ok. Et en novembre 2018, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on a gagné. Voilà. Alors, mes amis, j'ai envie de vous dire, quand on entend le lobbying, on se dit « ah, les méchants lobbyistes ». Mais le lobbying qui est super cool, c'est l'éco-lobbying citoyen. Vive le lobbying pour le bien commun. Vive le lobbying citoyen pour nos forêts, pour nos océans, pour la santé de nos enfants. Ok? Vous n'avez pas besoin d'être un expert reconnu pour vous engager, pour aller parler à vos parlementaires. Ok? Parce que c'est trop important. On est tous légitimes quand on défend la planète. Et je suis très heureux aujourd'hui d'être devant vous et de vous dire oui, c'est possible de faire voter votre idée dans la loi, même quand on n'est qu'un simple citoyen qui a redoublé son CP
et sa seconde. Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui connaissent le nom de son député? 1, 2, 3, 4. Waouh, 4 sur à peu près 150 personnes. Voilà. Ça montre bien déjà que l'on ne connaît pas qui nous représente à l'Assemblée ou au Sénat. Est-ce que vous savez, ceux qui connaissent le nom de son député, ce qu'ils ont voté, par exemple, à l'Assemblée nationale, sur l'herbicide, qui est très polémique, le glyphosate? Vous savez ce qu'ils ont voté? Non. Ça montre bien déjà qu'on ne sait même pas ce que votent nos propres députés. Donc la première étape, c'est de se renseigner sur qui il est et quel type de société il défend. Ensuite, j'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur de jouer sur les oppositions politiques. Au début, pour me faire inviter à l'Assemblée nationale, j'ai dit à l'équipe rouge que l'équipe bleue était très intéressée par mon projet et qui récupérait un peu le truc. Donc les rouges ont dit, bah ouais, c'est super intéressant. Et après, j'ai dit à l'équipe rouge que l'équipe... Non, l'inverse. L'équipe bleue que l'équipe rouge était motivée. Et c'est comme ça qu'on s'est fait inviter à l'Assemblée nationale la première fois. Donc n'ayez pas peur de jouer sur les oppositions politiques. Après, il faut toujours communiquer de façon non violente. Créer un contexte positif. Par exemple, ici à l'INSA, vous pourriez créer, je sais pas moi, le festival des éco-campus et faire des propositions d'amendements. Vous pourriez même rédiger vous-même les amendements, comme le font les entreprises qui défendent des intérêts économiques privés et qui sont souvent responsables de la destruction de la planète, et le soumettre à vos députés. Aujourd'hui, il faut qu'on concurrence le lobbying qui détruit la planète. Et puis, si vous n'arrivez pas à avoir votre député, vous allez rue de l'université, vous allez au bar Le Bourbon, il y a toujours, tous les députés sont là-bas. Le café est un peu cher, mais c'est cool quand même. Donc, vive l'éco-lobbying citoyen. J'en étais où? Ah. Mais surtout, j'ai envie de vous dire, si vous vous lancez là-dedans, n'abandonnez pas, d'accord? Le combat écologique, le lobbying éco-citoyen, c'est un peu comme cette expédition en paddle de 1200 km en 86 jours. Il faut rester debout. Oh, c'était beau ça. Il faut rester debout. Il faut faire face aux éléments. Moi, j'ai dû faire face au vent, face au courant, face à ma peur, mais il faudra aussi qu'on fasse face à nos problèmes financiers, qu'on y aille, quoi, qu'on lâche pas, qu'on continue de ramer. Et je conclurai sur cette photo, c'est la nage de Jersey à Saint-Malo qui a duré 21 heures. C'est qu'il faut que pour la transition écologique, ou même pour nos projets personnels, on se donne un cap ambitieux. On vous dira que c'est impossible, on me l'a dit très souvent, Julien, tu n'arriveras pas à faire voter une loi. Aujourd'hui, on me le dit plus trop. Donc on vous dira souvent, c'est impossible, c'est trop long, c'est trop dur. Ou pour l'écologie, de toute façon, on dira, ah, de toute façon, c'est trop tard. Mais geste après geste, action après action, il est possible de dépasser l'horizon. Donc je conclurai avec un seul mot, action.